Bonjour à tous, je travaille à la société Terrasson. Là, je vais vous parler du deuxième lot qui concerne les ouvrages de stockage sur le site métallique qui vous a été présenté par Gilles Massini. Donc ça concerne la justification de la fondation de ces réservoirs LNG, des réservoirs de grand diamètre. Donc en guise de sommaire, un rappel du contexte du projet, donc très rapide. Donc là, vous visualisez un peu la stratigraphie et les conditions du site. La façon par laquelle on a abordé la réponse sismique de l'ouvrage, comment on a traité le risque de liquéfaction, la démarche est très similaire à ce qui vient de vous être présenté, et puis aussi comment on a abordé la question de la réévaluation des conditions de sismicité suite à la catastrophe nucléaire, l'accident nucléaire de Fukushima. Donc le contexte du projet, donc l'idée c'est que nous on est intervenu la lichute de ces trois réservoirs. Donc c'est des réservoirs de 90 mètres de diamètre. Donc les conditions, donc là c'est une vue d'un réservoir en cours de construction. Pour situer un peu les ordres de grandeur, donc 90 mètres, ça veut dire on peut faire entrer par exemple l'Arc de Triomphe là-dedans. Donc la hauteur c'est 50 mètres. Les capacités, donc c'est 190 000 mètres cubes, et pour un passage, donc ça c'est le terminal méthanier, ce qui a été précisé par Jérôme, donc 13 milliards de mètres cubes par an, ce qui correspond à 20% de la consommation annuelle en gaz naturel français et belge. Donc la structure, c'est une structure en béton armé, donc radier général en béton armé, voile en béton armé, coque, un dôme en béton armé, et puis à l'intérieur il y a une coque en acier, coque métallique. Donc les conditions géotechniques du site, donc on a des remblais hydrauliques qui ont été gagnés sur la mer, donc avec on va dire une épaisseur variable entre 5 et 15 mètres. Et puis ensuite on retrouve les sables de Flandre, les sables de Dunkerque avec une épaisseur d'une vingtaine de mètres. Et en dessous on a les argiles de Flandre, une épaisseur significative, donc c'est une formation très surconsolidée, très homogène. Donc ça veut dire on a des mesures par exemple de creux-sol réalisé sur la centrale de gravier qui est située à 5 km du site, et les résultats se superposent parfaitement. Et donc là, il a avec une contrainte de préconsolidation de l'ordre de 3 MPa, donc ça veut dire la couche se souvient encore d'une charge préhistorique de 3 MPa. Et donc pour caractériser, on va dire, les conditions, pour maîtriser les conditions géotechniques, donc ce qui a été réalisé, c'est un creux-sol en triplé, pour avoir donc, la glace du sol et pour avoir des modules à très petite déformation, et on a complété avec des CPTU, donc une vingtaine de CPTU par réservoir, et dans la couche d'argile, il y a eu également du pressiomètre. Alors, les conditions, on va dire le contexte sismique du projet, donc ce qui a été présenté d'ailleurs cet après-midi, donc pareil, on avait un séisme, on va dire, de service, donc un séisme on va dire OBE, ce qu'on appelle séisme OBE, pour lequel on va demander à ce que l'ouvrage ne soit pas endommagé lors du passage de la sollicitation sismique, que les opérations ne soient pas interrompues. Donc là, dans le cadre de ce projet, ça faisait une accélération, on va dire, en champ libre de 0,135 G, magnitude 5,4, et puis un séisme dans le guillemets ELU, donc c'est un séisme pour lequel on cherche à préserver, à garantir que l'ouvrage préserver les fonctionnalités, les fonctionnalités sociales de l'ouvrage. Donc là, on obtient 0,3 G. Et là, la période de retour de mémoire, ça correspond à 5000 ans. Et donc là, ce que je vous montre ici, c'est le spectre de réponse normalisé à l'accélération en champ libre, et qui permet donc d'avoir pour différents niveaux d'amortissement de l'action sismique à considérer sur la pseudo-accélération, à considérer sur la réponse du réservoir. Donc les enjeux de la conception, principalement, il s'agit d'un ouvrage qui, la particularité c'est que ça a été fondé sur un général, superficiel, donc il y a une problématique statique qui ne concerne pas forcément aujourd'hui, mais qui est en réalité dimensionnante, donc la question de tassement absolu, différentiel. Donc tassement absolu, donc le réservoir, l'ouvrage a été dimensionné pour un tassement à court terme d'une dizaine de centimètres et à long terme différé, donc lié principalement au comportement en consolidation de la couche d'argile profonde de l'ordre d'une vingtaine de centimètres. Et puis il y a aussi une question de tassement différentiel, bord à centre, tassement différentiel circonférentiel,
mais également tassement différentiel au-delà du réservoir ou au bord à bord. Donc ça, à ce moment-là, c'est des problématiques de tilt. Et là, en fait, c'est principalement contrôlé, non pas par le comportement de l'argile, parce que c'est globalement une couche homogène, c'est principalement gouverné par le comportement des couches superficielles, notamment les remblais hydrauliques. Donc il y a un objectif d'homogénéisation de ces terrains d'assises superficielles vis-à-vis de la problématique tassement absolu différentiel. Et vis-à-vis de la problématique sismique, l'idée c'est que on doit garantir la stabilité, vérifier les sollicitations sous chargement sismique. Et pour ce type d'ouvrage, c'est tenant compte des effets d'interaction sur structure. Donc pour la réponse sismique de l'ouvrage, l'idée, c'est en fait on a un ouvrage qui est superficiel, donc tout ce qui est effet cinématique, c'est quelque chose qu'on va négliger dans le cas présent. Donc quand on parle de la prise en compte d'interaction sur structure, c'est principalement l'intégration des effets de souplesse, donc l'allongement des périodes l'élargissement des périodes, les effets d'amortissement matériel et radiatif, et qui peuvent se révéler, dans le cas présent, favorables, qui peuvent se révéler favorables au dimensionnement. Et l'analyse de la réponse du réservoir, ça a été mené avec une analyse on va dire classique, analyse spectrale modale. Donc la définition pour définir, on va dire, caractériser cette interaction inertielle, donc on a défini des fonctions d'impédance. Donc des fonctions d'impédance, évidemment, préalables, il faudra justifier d'un modèle multicouche linéaire équivalent. Donc chaque couche étant caractérisée par un module de cisaillement dégradé, un coefficient de Poisson, une masse volumique et puis un taux d'amortissement matériel. Et l'idée, c'est qu'on va, avec une analyse de type, ce qui a été présenté ce matin, c'est-à-dire des modèles de sous-structuration, on va essayer de caractériser la réponse globale de la fondation. Donc là, de ce type d'analyse, la fondation va la rigidifier dans un premier temps. Et on va définir une raideur verticale vis-à-vis du mode de pompage, raideur horizontale vis-à-vis du mode tamis, balancement, etc. Et donc simplement, ces raideurs-là vont être définies en conditions dynamiques. Donc ce qui a été présenté tout à l'heure, ça veut dire qu'on va avoir une raideur apparente qui va tenir compte des effets de masse. Et donc ça va donner une raideur qui dépend de la fréquence de sollicitation. Et puis aussi, on va avoir un terme d'amortissement dans lequel il y a à la fois les effets d'amortissement propres au matériel, mais également les effets d'amortissement radiatif ou géométrique. Et là, c'était quelque chose qui dépend très fortement, qui varie très fortement avec la fréquence. Donc après, voilà, comme c'était présenté, on définit la formalisme visuel, on essaie de faire apparaître la raideur statique, un effet dynamique, et puis le taux d'amortissement conventionnel, c'est la partie imaginaire sur deux fois la partie réelle. Et donc évidemment, le résultat de cette analyse, ça va conduire à des fonctions d'impédance dynamique en fonction de la fréquence, et pour coupler ça avec le modèle structure, on va passer par une procédure itérative. Après, voilà, dans cette procédure itérative, l'idée c'est de faire coïncider un peu, on va dire, la raideur qu'on prélève de ces fonctions d'impédance avec la fréquence de conception de l'ensemble de structure plus ça. Donc, une fois la convergence en termes de fréquence de conception est obtenue, on va lire ensuite les taux d'amortissement. Donc là, c'est juste à titre d'exemple. En réalité, pour le cas présent, on était plafonné à 30%. Donc on avait des amortissements radiatifs qui étaient significatifs, sachant que l'amortissement radiatif, c'est quelque chose qui est d'autant plus important que le sol est mou, que le sol est épais, ou que la fondation est grande dimension. Donc à présent, on avait des taux d'amortissement qui atteignaient très vite le plafond conventionnel de 30%. Donc après, ça c'est l'impédance globale. Donc l'idée, c'est que pour avoir des sollicitations, on va dire, réalistes dans le corps de le radier, on va répartir ces impédances-là de manière surfacique. Donc généralement, on va prendre l'impédance verticale, horizontale, on va la diviser par la surface. L'impédance en rotation, en balancement, on va la diviser par l'inertie. Mais si on veut faire des choses, si on veut rendre compte des effets de bord qui sont implicitement cachés dans les calculs d'impédance, ils ont réalisé dans un modèle de type SASI dans lequel le sol est matérialisé par un massif continu, en réalité, il y a des effets de bord qui traduisent le fait que le raideur surfacique au voisinage du bord est plus importante qu'en partie courante. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a défini un jeu de ressorts, donc un ressort en partie centrale, un ressort en partie périphérique, et l'idée c'est que les deux valeurs ont été recherchées de manière à avoir à la fois la raideur verticale et la raideur en balancement. Donc à terme de cette analyse en impédance, ça sert de paramètre d'entrée dans la structure, modal spectral.
On récupère donc la descente de torseur sismique à considérer vis-à-vis de la vérification, de la justification de la stabilité de la fondation. Donc là, l'idée, c'est qu'on aboutit à quelque chose. Donc on a, là j'ai normalisé un peu les efforts, donc on a un delta H sismique horizontal, delta V vertical, delta N, et là c'est normalisé par rapport au poids propre donc, du réservoir. Poids propre du réservoir, donc c'est G, qui soit, donc en fonction de situation, c'est soit plein, soit vide, et puis par rapport au, donc là j'ai mis le diamètre du réservoir fois le poids propre. Et puis après, donc on examine les différents mécanismes, soit mécanisme de glissement, mécanisme de portance, et en fait, dans toutes les situations qu'on a étudiées, donc vu la tête de réservoir, c'est plus le mécanisme de glissement plan qui était dimensionnant. Donc le cas, donc là, ce qui est affiché, c'est un facteur de sécurité obtenu après avoir pondéré les propriétés de résistance à la source. Donc ça veut dire ici on a 1, c'est la limite de sécurité. On a déjà 1,25 qui s'applique sur l'angle de frottement à l'interface. Donc évidemment, ce résultat-là suppose que le sol est homogène, parce que l'analyse a été menée avec un sol homogénéisé, homogénéisé latéralement, et puis il suppose aussi que le sol est exempt de risque de liquéfaction. Donc en parallèle, quand on regarde donc, sur la base des CPTU, quand on fait une analyse de type, comme ce qui a été présenté tout à l'heure, donc l'analyse de type NCER, donc on aboutit au fait à des... Ça met en évidence un risque de liquéfaction à la base des remblais hydrauliques. Donc ça veut dire, c'est l'ancien rivage, au fait, c'est le contact entre les remblais hydrauliques et l'ancien rivage. Et puis dans la même couche qui a été identifiée par Jérôme Racinet, donc là, une couche de sable siteux, qui a une teneur en fine un peu plus significative par rapport à la base des remblais hydrauliques, qui plutôt s'apparente à des sables propres. Et puis vis-à-vis de la problématique, on va dire plus statique, il y avait aussi un objectif d'homogénéisation de cette couche de remblais hydrauliques. Donc le traitement qui a été opéré est similaire à ce qui a été présenté. C'est-à-dire, c'est une technique au fait de vibrocompactage, vibroflottation avec incorporation ciblée de ballast. Donc, on a renforcé jusqu'à 20 mètres de profondeur. Et puis les zones où on va dire il y avait des teneurs en fine qui étaient un peu plus importantes, donc qui s'y prêtent un peu moins à un vibrocompactage simple, on a incorporé de ballast, donc il y a un effet serrage. Qui a permis donc d'améliorer les caractéristiques initiales. Donc ça fait à peu près, quelque chose de l'ordre de 5 à 6 mètres selon les zones, et on tourne à une vingtaine de mètres. Et donc les objectifs de traitement, donc initialement on avait des sondages, on appelait ça des sondages pré-traitement, qui ont permis d'identifier les problématiques d'hétérogénéité, puis le défaut on va dire, de sécurité vis-à-vis de risque de liquéfaction. Et puis on a réalisé ensuite, entre on va dire, deux points de renforcement, entre 4 points de renforcement, on a réalisé des sondages de post-contrôle, ou de post-traitement. Et l'idée, c'est que le maillage qui a été réalisé, c'est une densité de l'ordre de 1 sondage tous les 400 mètres carrés, 20 mètres par mètre. Donc ça faisait quelque chose de l'ordre d'une vingtaine de CPT par réservoir. Donc ça, c'est un exemple. Ça veut dire que l'idée, c'est que avant de se lancer dans l'exploitation des CPT, on a défini des résistances en point de cible. Quelque chose qui permet de garantir, par exemple sur la hauteur des remblais hydrauliques, le critère d'homogénéisation, c'est garantir une densité relative de minimum 70%. La base des remblais hydrauliques et le corps des sables citelages, qui étaient, on va dire, réputés sous le séisme, étudiés comme étant liquéfiables. Donc on a défini un profil CPT cible qui permet de garantir la sécurité de 1,25. Donc là, ce qu'on est en train de voir en bleu, c'est un exemple de sondage pré-traitement. Et là, c'est en vert un exemple de sondage post-traitement. Donc on voit l'effet très bénéfique quant à l'efficacité de traitement, donc avant-après. Et pareil, donc vis-à-vis de risque de liquéfaction. Donc là, ce qui est important à souligner aussi, c'est que finalement, on a quelque chose qui est en limite de sécurité. Donc les travaux ont été achevés courant 2012. Donc entre-temps, en 2011, mars 2011, donc c'est l'accident nucléaire de Fukushima. Donc les autorités de sûreté ont demandé à ce qu'on revérifie on va dire, la stabilité des réservoirs avec un séisme réévalué. Donc on avait tout fait avec 0,3G. Maintenant, on nous demande de regarder ce qui se passe avec 0,4G. Donc 0,4G, évidemment, comme on est à 1,25, que ce soit vis-à-vis de la liquéfaction, vis-à-vis du glissement, si j'augmente l'action sismique,
je passe en deçà du niveau de sécurité. Et c'est là où on touche au fait de la limite des, on va dire, des formalismes pseudo-statiques classiques. Ça veut dire que sous un chargement statique, si on n'a pas la sécurité, ou si on n'a pas la stabilité, l'ouvrage est par terre. Mais sous un chargement sismique, ça veut dire qu'il y aura amorce de déformation irréversible dont on peut évaluer l'amplitude et vérifier après, ce qu'on appelle l'approche performantielle, vérifier que l'ouvrage est capable d'encaisser, au vu de ses réserves de résistance, est capable d'encaisser ces déformations sismiques additionnelles. Donc c'est ce qui a été fait. Donc là, quand on regarde par exemple un des sondages post-traitement, avec un séisme évalué, évidemment on ne satisfait plus les critères de sécurité, que ce soit 1,25 ou même 1. Et donc, comme on avait pas mal, on va cartographier suffisamment les réservoirs, donc là on s'est amusé à sortir des cartographies de risque. Donc là, en fait, l'intérêt des CPD, c'est qu'on a des mesures qui sont très rapprochées. Donc on regarde les zones qui sont censées être liquéfiables, par exemple la base des remblais hydrauliques ou la couche de salmocite de lâche, et on comptabilise le nombre de points qui montrent des anomalies vis-à-vis de risque de liquéfaction, et on ramène ça au nombre de points total. Donc c'est ce qu'il nous montre ici. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a des zones bien ponctuelles pour lesquelles il y a 70% de points qui ne permettent pas de satisfaire les critères de sécurité. Donc ce qui a été fait, c'est de transformer ça en tassement. Donc ça veut dire, l'idée, c'est que si on ne satisfait pas la sécurité, ou si on a un défaut de sécurité vis-à-vis de la liquéfaction, ça veut dire qu'il y aura des déformations post-liquéfaction qu'on peut évaluer. Donc on a suivi une démarche, on va dire, plutôt conservatrice, qui consiste à dire, finalement, la survenue d'une liquéfaction là, ou d'une déformation post-liquéfaction à ce niveau-là, va remonter directement en surface. En réalité, c'est localisé les effets de voûte qui vont se développer dans le sol et qui vont faire qu'on ne va pas récupérer cette déformation-là telle qu'elle, et de façon, on va dire, unidimensionnelle au niveau du réservoir. Donc là, on a utilisé l'approche des Ishihara, donc en 92, donc calibrée sur des retours d'expérience, des séismes en Californie, au Japon, et qui permettent donc de relier le facteur de sécurité vis-à-vis du risque de liquéfaction directement, transformer ça en termes de déformation volumique post-liquéfaction. Après, on assimile cette déformation volumique à une déformation axiale. On a des mesures tous les 2 cm, donc on multiplie cette déformation axiale par la hauteur de la mesure, et ça me donne le tassement, donc associé au point de mesure. Tassement post-liquéfaction. On sent les tassements, ça me donne un tassement en surface. Et donc après, on établit donc des cartographies de tassement. Et le travail qui était à faire après, c'est de s'assurer que cette cartographie, ces tassements additionnels, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le réservoir, ou la structure de réservoir, est destinée à supporter des tassements statiques, qui sont d'une amplitude bien plus importante. Donc on a quelque chose de l'ordre de 10 à 20 cm, souvent statique, et auquel on va rajouter des tassements ponctuels. Donc cette cartographie de tassement, ce qui analyse ce qui a été fait côté, on va dire, structure, et s'assurer que les réserves de sécurité qu'on avait déjà dans le réservoir, dans la structure de réservoir, étaient suffisantes pour encaisser ces tassements. Et puis pareil pour la problématique de stabilité locale, par exemple au glissement. Donc on ne satisfait pas le 1,25, donc ça veut dire on va essayer de chercher, comptabiliser les déplacements qui correspondent donc à une violation de ce niveau de sécurité. Donc l'idée, c'est qu'à chaque pic d'accélération qui dépasse le 1,25, on va avoir un déplacement. Donc on peut faire ça pour des ouvrages de type qui sont, on va dire, dépourvus d'identité dynamique. Donc on peut faire ça avec des modèles de type Newmark. Là, on a un ouvrage qui a une identité dynamique, et une fréquence propre, une souplesse. Donc on peut faire ça avec du Newmark, on va dire, généralisé. Ça veut dire, je mets 2 systèmes. Donc ça peut être une brochette ou un oscillateur simple, avec un ressort, un amortisseur, une masse, et en dessous, je mets la fonction d'impédance. Et entre les deux, j'ai un filtre, un fusible, qui ne transmet que ce que l'interface est capable de transmettre, ça veut dire tangente phi au G. C'est la force horizontale l'accélération horizontale qu'on est en mesure, qui est en mesure de transiter à travers l'interface. Et donc là, ça permettra ça a permis de comptabiliser les déplacements et de vérifier que ces déplacements sont acceptables. Donc après, voilà, on arrive à un déplacement irréversible. Et donc l'idée, c'est pareil, c'est une approche performantielle. Donc en guise de synthèse, c'est illustrer un peu la justification par un sismique d'un ouvrage sur rallye général, comment on a traité le risque de liquéfaction par vibroflottation avec incorporation de ballast
de façon ciblée, donc dans les zones où les ténors en finité élevée. Et puis, quand on touche à la limite des modèles pseudo-statiques, il faut se rappeler, c'est comme ça que c'est défini d'ailleurs dans le reconduite, un état limite sismique, un état pour lequel il y a apparition de déplacements irréversibles non fugitifs inacceptables. Donc soit on cherche à limiter ces déplacements par des modèles pseudo-statiques des niveaux de sécurité équivalents, et si on n'y arrive pas, on comptabilise ces déplacements et vérifie que l'ouvrage est capable de les encaisser. Voilà, merci pour votre attention.